Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cet entretien spécial avec Maître Juan Branco. Il est avocat, activiste, écrivain. Vous conviendrez avec moi que notre invité a plusieurs casquettes à la fois. Maître Nangadef. Bonjour. Maître Nangadef. Bonjour. Vous ne parlez pas Wolof? Bonsoir. Je ne vais pas faire la démonstration de mon absence de talent linguistique en Wolof à ce stade. Peut-être, si des progrès marquants arrivent dans les prochains mois, je me le permettrai. Mais un mot en Wolof quand même. Djordjeuf, quelques autres, mais vraiment, il y en a un fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est Gatsa Gatsa. Gatsa Gatsa. Ah ouais. Ça vous renvoie encore, Gatsa Gatsa? Ça renvoie à... Je pense qu'en fait, ça renvoie avant tout à la construction d'un projet politique qui était multifacette. C'est-à-dire quand Ousmane Sonko a réussi avec son projet à réfléchir de façon transversale le politique. C'est-à-dire qu'il a trouvé des façons non seulement de proposer un programme pour son peuple, non seulement des façons de le mobiliser, mais aussi des façons de protéger son engagement et les personnes qui s'engageaient de façon à s'assurer de la victoire. Et donc à l'intérieur de ce système, une des tactiques, un des mots d'ordre, Gatsa Gatsa, avait pour objectif de ne pas se laisser intimider par un pouvoir qui était non seulement beaucoup plus puissant que les membres du PASTEF, mais aussi, évidemment, qui était soutenu par des puissances néocoloniales extraordinaires comme l'État français, tel qu'il était dirigé par Emmanuel Macron. Et donc, ne serait-ce qu'avoir l'insolence ou l'arrogance de dire Gatsa Gatsa, c'est un instrument extraordinaire de mobilisation parce que ça redonne une forme de confiance, alors que souvent, lorsque vous vous battez pour votre peuple, vous avez l'impression que le monde s'effondre sur vous. Ok, le Gatsa Gatsa a payé. Selon vous, quel a été le secret du Gatsa Gatsa? Toute la partie masquée, c'est-à-dire tout le travail de fond qu'ont fait les militants pendant des années, dans l'ombre du pouvoir, de façon à être prêt à toujours avoir un temps d'avance sur lui. C'est ça en fait qui a donné une force énorme au PASTEF et à Ousmane Sonko, c'est que ils ont, quand vous êtes dans une situation comme celle où le peuple sénégalais se retrouvait, vous avez en face de vous un monstre qui a non seulement des moyens quasiment illimités en comparaison aux vôtres, mais aussi une absence complète d'inhibition à l'heure de les utiliser. Et là, il faut être très bon tacticien, mais aussi très bon stratège. Et pour le faire, il faut analyser de façon très fine, non seulement le fonctionnement intérieur du pouvoir, mais aussi les membres que vous avez entre vos mains et la capacité de la part du peuple qui vous soutient à s'engager et éventuellement aller, comme ça a été le cas pour 60 personnes, jusqu'au sacrifice. Et donc, cette idée de répliquer, de ne pas concéder, de ne pas renoncer, elle est fondamentale parce que elle permet en fait d'envoyer un signal qui consiste à dire il y aura un passage de relais. S'il y en a un qui tombe, il y en a un deuxième qui reprendra le flambeau et on ne vous lâchera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les dirigeants de l'ancien monde parce que, en général, ils arrivent au pouvoir par intérêt, pour préserver leur position ou par facilité. Et donc, réussir à changer cette façon de réfléchir, de penser, c'est très difficile pour eux. Et surtout, trouver les moyens de contourner cet obstacle qui s'impose à eux. Macky Sall était un génial tacticien dans l'ancien système politique. Mais on l'a vu, malgré toute la rouerie, la finesse puis la cruauté qu'il a pu mettre en œuvre pour tenter d'empêcher l'avènement du PASTEF, il y avait en face de lui quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus déterminé, qui portait un élan vital. Et ça c'est impossible à juguler par un pouvoir. C'était imparable, quelque chose qu'on ne pourrait pas arrêter. Il y a eu de nombreux miracles. Vous savez, par exemple, mon engagement auprès d'Ousmane Sonko n'était pas de l'ordre du naturel. Je ne suis pas sûr qu'un autre avocat français aurait pris les mêmes risques. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements comme celui-ci qui n'étaient pas prévisibles, mais qui ont dépendu beaucoup de l'intelligence d'ailleurs d'Ousmane Sonko. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait rien de prédestiné. Et c'est là où le peuple sénégalais a donné une leçon au monde. C'est qu'il a démontré qu'au-delà des structures, il y avait un facteur essentiel, c'était la volonté.
Et la volonté permet de changer le monde. Ok. Maître, vous êtes à Dakar, naturellement, pour rendre un dernier hommage à votre ami, collègue, défunt, Maître Khourey Chiba. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos relations? C'est lui qui m'a fait venir au Sénégal, qui m'a présenté à Ousmane Sonko, parce qu'on était tous les deux l'avocat d'un intellectuel panafricaniste très important, Kémy Séba, et on s'était battu pour le défendre à la CEDEAO, devant la CEDEAO. Et donc cette personne avait pensé qu'il était très important et précieux que je rencontre, que je parle avec Ousmane Sonko et que j'intègre son équipe de défense. Ousmane Sonko, en parallèle, cherchait à internationaliser son équipe de défense. Il comprenait que c'était très important de défier le pouvoir politique, non seulement sur la scène nationale, mais de montrer que son projet s'inscrivait dans une situation plus large et que son opposition à la France-Afrique profonde n'imposait pas une différenciation raciale ou même une opposition au peuple, en l'occurrence le peuple français. Et donc il est allé chercher quelqu'un qui avait représenté les Gilets jaunes et ainsi de suite pour venir le voir. Et donc ça c'est Khourey Chiba qui m'a permis, qui a changé ma vie et qui a changé nos destins en proposant, en ayant cette idée. Et Khourey Chiba n'a pas eu cette idée par hasard. Si Khourey Chiba était informé de mon existence, si Khourey Chiba défendait Kémy Séba et Ousmane Sonko, c'est que cet homme avait, les 40 années précédentes, déjà mené de grandes luttes pour son peuple, mais aussi pour d'autres peuples qui s'ancraient dans une intelligence et une intellectualité très profonde. Il avait une finesse, et c'est assez rare, qui se voyait aussi dans ses manières, dans sa façon d'être avec l'autre, dans cette générosité que j'ai retrouvée si souvent d'ailleurs au Sénégal, cette façon de très éloignée de la modernité occidentale. C'est une façon de considérer l'autre d'abord avec un rapport au don. Vous voyez, c'est quelque chose qui, par exemple en France, nous échappe. On est réfréné, restreint sur nous-mêmes, dans une forme d'égoïsme individualiste croissant lié au marché, au capitalisme, à la richesse, qui m'est assez étrangère parce que je suis né dans le sud de l'Espagne, dans un pays, l'Andalousie, qui est pauvre et dans lequel les structures traditionnelles, comme au Sénégal, ont été plus préservées qu'en France. Et donc, je pense que là, il y a eu un lien humain qui s'est construit. On a trouvé, en fait, je pense que ce que porte Ousmane Sonko, c'est avant tout, il y a toute une réflexion technique très profonde sur comment gouverner l'État et ainsi de suite, mais il y a avant tout une construction humaine. Vous voyez, et la personne d'Ousmane Sonko a été fondamentale dans ce changement politique. Pourquoi ? Parce qu'il dégage une sensibilité à laquelle les Sénégalais ont été tout de suite réceptifs. Et je pense que le lien, à travers Khourey Chiba, s'est constitué autour des personnes. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés entre êtres humains qui avaient un rapport à l'autre un peu particulier. Et Khourey Chiba, évidemment, a démontré un courage extraordinaire parce que il y a eu quand même des phases pendant cette lutte où même des dirigeants du parti avaient fini par se replier parce que leur vie était en danger, et grâce à leur fonction d'avocat, grâce à la dignité qu'ils accordaient à leur robe, quelques confrères au Sénégal ont maintenu en vie le projet. Ok. Et vous-même, vous avez pris des risques concernant ce dossier, d'énormes risques même qui vous a valu une garde à vue. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui motivait Juan à prendre ces risques, par exemple, voyager en bateau, se déguiser de temps en temps? Qu'est-ce qui vous motivait? Le courage du peuple sénégalais. En fait, c'est très simple, c'est que vous donnez l'exemple. Et donc, à partir de là, quand un homme digne cherche toujours une raison à son existence, cherche toujours à faire que son existence dépasse son intérêt individuel. C'est ce qui m'a toujours tenu à l'écart de ces élites oligarchiques françaises, tous ces gens contre lesquels je me bats aujourd'hui, qui ont toujours fait de leur existence le point central de leur vie. C'est-à-dire nourrir leur propre fortune, nourrir leur propre puissance. Et à travers l'exemple que donnait le peuple sénégalais, j'ai non seulement perçu une dignité extraordinaire, un courage merveilleux. J'ai vu l'avenir du monde aussi, parce que c'était la jeunesse du monde qui se mobilisait au Sénégal. Et j'ai vu surtout un exemple. Et cet exemple-là, très rapidement, s'est imposé à moi. Mon lien personnel avec Ousmane Sonko est évidemment très important. Et la connexion qu'on avait construite dans les dernières semaines
avant son arrestation, a joué un rôle critique. Mais comment ça a joué un rôle critique? Quand vous parlez tous les jours à une personne Oui. Qui prend le temps de faire de vous un de ses principaux interlocuteurs, de vous expliquer, de vous raconter son pays, la façon dont il fonctionne, ses différents peuples, ses différentes langues, ses différentes cultures qui se sont coagulées en celle-ci, la façon dont fonctionne son appareil de pouvoir, que vous commencez à lui donner des conseils, à partager des éléments sur la façon dont de l'extérieur on peut percevoir des démarches qui pourraient être mises en œuvre, par exemple la caravane vers Dakar qu'il a mise en place, que vous commencez en fait en tant qu'avocat à jouer un rôle de conseil au sens littéral du terme, c'est-à-dire de fraternité pour arriver à une victoire de la souveraineté du peuple sénégalais, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple sénégalais de choisir ou non Ousmane Sonko comme dirigeant. Et que vous arrivez à une forme d'intimité parce que, par exemple, quand je conseille à Ousmane Sonko, qui était à Ziguinchor, d'aller à Dakar, parce qu'il y avait un enjeu judiciaire et que la question se posait de si celui-ci allait pouvoir être affronté dans des conditions qui respecteraient le droit ou pas, c'est que je suis arrivé à un moment d'interaction avec lui où j'arrive à me mettre à sa place et à réfléchir à partir des coordonnées qu'il m'a présentées pour lui donner des conseils qui vont mettre en jeu sa vie, vous voyez, qui vont mettre en jeu l'avenir d'un peuple tout entier. Et quand vous avez cette fusion-là, vous devenez acteur de ce processus à part entière, tout en respectant toujours les limites en tant qu'avocat. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais avocat de Wikileaks, c'est Julian Assange, qui était un héros extraordinaire qui a révélé des centaines de milliers de documents et de crimes qui ont été commis par les États-Unis dans le monde. Il était enfermé dans l'ambassade d'Équateur. Et on avait annoncé qu'il avait un passeport diplomatique pour pouvoir enfin, après des années d'enfermement dans ces 20 mètres carrés, pouvoir sortir. Et j'étais avec lui au moment où on lui dit que le passeport diplomatique est suspendu. C'est-à-dire qu'il va plus pouvoir sortir. Il va rester. Et donc là, la question qui se pose avec lui, je me souviens, on s'est enfermé parce qu'on savait qu'on était très surveillés, on s'enferme dans les toilettes de l'ambassade avec sa principale collaboratrice. Tous les trois, on discute et on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je sors ou pas? Et à ce moment-là, je devais avoir 25 ans, j'ai pas eu le courage. Je lui ai dit, il faut partir. Mon intuition profonde, c'est que c'était maintenant ou jamais. Mais je n'ai pas eu le courage de le pousser à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce réflexe de me dire, ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire quelque chose alors que tu n'en auras pas à payer les conséquences toi-même. Ce qui est toujours la difficulté en tant qu'avocat. Résultat, il s'est fait arrêter quelques jours plus tard et il s'est fait enfermer en prison. Et j'ai toujours vécu avec ce regret de pas... Parce que ça faisait des années que je travaillais avec lui, en fait, j'aurais dû me faire confiance et comprendre. Et avec Ousmane, donc on rentre dans cette dynamique-là. Et quand il se fait arrêter, et que je vois bien ce qui est en train de se jouer, et que je vois bien qu'à ce moment-là, la jeunesse sénégalaise qui vient de se faire tirer dessus à nouveau en juin, ne va pas forcément avoir la capacité de ressortir pour exiger sa libération et ainsi de suite, je comprends qu'il faut frapper. Et la meilleure façon de frapper, c'est tout simplement de jouer mon rôle d'avocat et de rentrer dans ce territoire dont on cherchait à m'empêcher... C'était une provocation, donc? Non, c'était une recherche de rétablissement de ce qui était juste. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez un procureur qui émet un mandat d'arrêt international contre l'avocat de son client en l'accusant des mêmes infractions que son client, imaginaire, attentat, complot et ainsi de suite, il y a un moment donné où votre responsabilité, c'est d'aller sur place et de dire « je n'ai pas peur ». C'est pas faire une déclaration depuis Paris en disant « c'était pas bien d'intimider l'avocat ». Non, non, non. C'est se dire à un moment donné, si moi je mets les pieds, alors qu'il y a plus de 1000 prisonniers politiques, si moi j'arrive à rentrer et depuis Dakar, leur dire « je suis ici, je n'ai pas peur », il va y avoir un frémissement qui va parcourir le pays, qui va consister à dire « si lui n'a pas peur, nous n'avons pas à avoir peur également ». Or, l'arrestation d'Ousmane n'avait qu'une vocation, c'était briser l'espoir qui s'était généré autour de lui. C'était briser le mouvement. Parce que vous savez, vous pouvez, comme il l'avait fait d'ailleurs, construire de la façon la plus précise possible, la plus technique, la plus solide des institutions comme la sienne. À un moment donné, tout va comme était le PASTEF, tout va se jouer sur la croyance. Et l'effet domino qui va faire qu'on croit ou qu'on cesse de croire, c'est ce qui va faire tomber un régime ou qui va au contraire lui permettre de se maintenir, c'est ce qui va permettre à un opposant de tenir face à l'oppression ou au contraire va faire que va se déliter le corps social. Et j'ai connu cette défaite avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, j'ai vu comment la répression a fini par abattre un mouvement populaire. Et je savais qu'on était à un de ces moments critiques
où, même s'il fallait passer plusieurs mois en prison, même si l'enjeu dépassait de tellement loin la souffrance personnelle qui pourrait s'induire. C'était de jouer ta partition. Il y avait quelque chose qui était... Quelque chose qu'il fallait faire pour faire changer de tournure les choses, ou bien. Et là, c'est là où à nouveau l'organisation du PASTEF a été cardinale, parce on a su, moi avec ma partition, eux avec la leur, réussir à trouver les moyens pour que j'arrive jusqu'à Dakar, pour que j'échappe à l'arrestation à Dakar, pour que pendant plusieurs jours, ce qui là aussi est un message fondamental, quand après quelques jours de perquisition, même à Touba, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour essayer de me retrouver, je refais une vidéo dans laquelle je parle des vautours de Dakar et je montre que je suis encore à Dakar. Et je reparle de la situation et ainsi de suite. La déstabilisation au sein du régime est immense. Et mon enjeu fondamental, c'était de ne pas me faire arrêter au Sénégal. C'était de réussir à sortir. Et ils m'ont arrêté. Alors ce qui est intéressant, c'est eux ont très bien compris l'enjeu. Et donc quand Antoine Diome annonce à l'Assemblée nationale que j'étais arrêté et qu'il prétend que j'étais arrêté à Rosso, il ment. Parce que j'ai été arrêté à Nouakchott. Moi, j'ai fait mes 25 heures de bateau. On a échappé à l'arrestation à pas grand-chose près, dans une barque de pêcheurs. Et on est arrivé à 100 km de Nouakchott. De là-bas, on nous a amenés à Nouakchott. Les services de renseignement m'ont détenu là-bas, avec l'aide de la France, évidemment. Vous imaginez bien qu'un avocat français, jamais, n'aurait été réexpulsé vers le Sénégal et non vers la France s'il n'y avait pas l'accord de l'Élysée, qui était très content de se débarrasser de moi et de rendre un service à Macky Sall. Et il faut voir ce que ça a été, parce que comme tout était illégal de leur côté, pas d'une autre, vous voyez, la provocation dont vous parliez, c'était de faire respecter le droit dans un régime qui ne respectait plus le droit. C'était de dire un client a le droit à son avocat. Un avocat a le droit d'assister son client. Et ça, c'était devenu une provocation sous Macky Sall. Ça demandait les mobilisations des moyens qu'on a mis en œuvre. Mais votre arrestation ne vous a pas fait douter? Le moment où... Voilà, donc... Parce que ce n'était pas calculé. Vous souhaitez sortir, rentrer chez vous tranquillement. Quand j'arrive moi, j'étais prêt à me faire arrêter au Sénégal. Ça faisait partie des hypothèses et ça aurait démontré qu'ils étaient meilleurs que nous. J'aurais accepté sans aucune difficulté cette situation. Par contre, une fois arrivé à Nouakchott, me faire cagouler après 2 jours à la gendarmerie, me noter, mettre dans un pick-up, ramener à Rosso, où des gens en treillis, pick-up banalisé, armes au poing, m'amèneraient jusqu'à Saint-Louis pour seulement à ce moment-là me mettre entre les mains de la BIP, ça pour moi c'était inacceptable. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'ils ne jouaient pas avec les règles du jeu. Vous voyez, non seulement ils essayaient de maquiller mon arrestation, et, pour maintenir le discours comme quoi l'autorité de l'État n'avait pas été remise en cause, mais ils étaient prêts en fait à s'asseoir complètement sur toutes les règles de base pour après, parce que vous dites garde à vue, non, j'ai eu un mandat de dépôt pour des infractions qui me faisaient encourir la perpétuité. Et je suis rentré à Rebeuss et j'ai été à Rebeuss avec mes frères. Et là encore, quand j'ai vu l'espoir que cette démarche avait fait naître chez mes compagnons de cellule, quand ils m'ont vu arriver, voilà, ça c'était très important, parce que dès le moment où le Sénégal ne respecte plus ses propres règles et joue à ce jeu dangereux, je refuse de parler à quiconque, il m'avait enlevé mes chaussures, je refuse de remettre des chaussures, je refuse de boire, je refuse de manger. Et quand il me présente au commissaire à Dakar, après donc tous ces convoiements et à travers la BIP et compagnie, ils ont eu peur à Saint-Louis. À Saint-Louis, ils devaient me transférer à la BIP dans le centre-ville et ils ont dû m'amener sur un terrain vague parce qu'ils avaient peur que la population se mette en mouvement. Et donc quand j'arrive la seule chose que je dis au commissaire, quand il me demande si j'ai des déclarations, que là seulement il me montre un pseudo-mandat d'arrêt, la seule chose que je dis, et c'est le seul mot que je vais prononcer pendant ces 4 jours qui vont suivre, c'est 3 jours qui vont suivre, seule la lutte libère. Et je me tais. Et je refuse de parler, y compris à mes avocats, devant les gardes. Je refuse de parler à un quelconque garde pénitentiaire. Mais pourquoi? Parce que je ne les considérais pas comme des interlocuteurs. Dès le moment qu'ils avaient piétiné les règles d'engagement tacite, vous voyez, c'est comme quand dans une guerre, vous commettez un crime de guerre. La personne en face de vous n'a plus droit au respect, n'a plus droit à être considérée. Et j'ai remarqué que... Et donc, il fallait en fait qu'ils sentent le rejet absolu que générait leur attitude et leur comportement. Et donc, et j'ai noté que ce qui les a le plus perturbés, c'était que je sois pieds nus et que je reste pieds nus pendant 4 jours. Je les ai vus à plusieurs reprises amener des sandales, amener des chaussures en m'exigeant
presque en me suppliant parfois de mettre des chaussures. C'était insupportable pour eux, ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Ce qui était en train de se passer, c'était une négation absolue de qui ils étaient. Et là, pour le coup, parce que j'ai commencé à sentir, vous savez, des douleurs au rein à un moment, parce que une grève de la faim, ça peut durer plusieurs semaines. Une grève de la soif, surtout dans les conditions qu'on connaît à Dakar, ça va beaucoup plus vite. Mais j'étais prêt complètement à aller jusqu'au bout de la démarche, du fait de leur incapacité en face à respecter un minimum de décence dans la confrontation symbolique qu'on mettait en œuvre. Et ça faisait un peu écho à leur attitude de façon générale, y compris face aux manifestations avec des tirs à balles réelles et ainsi de suite. Tout ça, vous voyez, il y avait une continuité en fait dans tout ça. Ok, vous avez monté un dossier à la CPI pour dénoncer les dérives et cas de meurtre sous Macky Sall. Où en êtes-vous avec ce dossier? Mon souhait est que ce soit le Sénégal qui juge les Sénégalais. Je pense que c'est ce qui s'inscrit le plus en cohérence avec le projet d'Ousmane Sonko et du PASTEF. La procédure à la CPI a été déposée dans le cas où nous serions défaits et où les autorités sénégalaises, évidemment, auraient continué à maintenir l'impunité sur les crimes qui ont été commis au Sénégal. C'est toujours une juridiction de dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que si les autorités nationales n'interviennent pas. La loi d'amnistie présentait un grave danger dans cette direction-là. Un danger, évidemment, de faire maintenir cette impunité. Si jamais les poursuites menées au Sénégal sont suffisantes, il n'y a pas de raison que la CPI intervienne. Parce que le Sénégal, avec son autorité, son état de droit, seront en mesure, y compris, d'aller poursuivre ceux qui restent à l'étranger. S'ils ne le font pas, eh bien la CPI devra intervenir. En parallèle, on a lancé aussi des procédures en France pour crimes contre l'humanité, qu'évidemment les autorités françaises ont tenté d'enterrer, mais elles sont encore actives et ça touchera notamment les binationaux comme Doudouka, qui chercheront à échapper à la justice de leur pays s'ils le faisaient et chercheraient à ne pas se faire extrader dans le cas où des poursuites interviendraient. Donc si je comprends bien, actuellement on ne peut pas parler de cette procédure étant donné qu'on peut le faire ici au Sénégal. Le dossier est là et la CPI pourra s'en saisir si le Sénégal ne fait pas, si les autorités sénégalaises ne font pas le nécessaire. Donc il appartient aux autorités sénégalaises. Les autorités sénégalaises pourraient aussi volontairement décider que la CPI s'en saisisse. Okay. Moi, honnêtement, je pense qu'idéologiquement, il vaut mieux que ce soit au Sénégal que ça intervienne, y compris pour le peuple sénégalais, pour qu'il voit ces procès, qu'il puisse intervenir en français, mais aussi en wolof ou dans les langues des personnes concernées. Ça me semblerait important. Oui. Ok. Macky Sall, beaucoup de Sénégalais disent qu'on doit le poursuivre. D'autres disent que ça ne sera pas du tout facile. Selon vous, il sera facile de poursuivre Macky Sall? D'un point de vue juridique, évidemment. D'un point de vue juridique, tous les éléments sont là pour établir sa responsabilité. Il n'a pas d'immunité parce que ce sont des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Après, encore une fois, tout est une question de volonté politique. Et dans notre Constitution, on dit « sauf haute trahison ». Oui, sauf que là, ce seraient des crimes contre l'humanité. Oui. Et les crimes contre l'humanité, aucune immunité ne peut leur être appliquée, y compris à des chefs d'État. C'est-à-dire que le Sénégal est signataire et ratifiant, le premier d'ailleurs, à avoir ratifié le statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale et qui intègre en droit sénégalais l'obligation de poursuite des crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre. Donc c'est un texte qui étant une obligation internationale, s'impose au droit sénégalais. Donc c'est une question de procédure tout simplement. C'est une question de volonté institutionnelle, tout simplement. Volonté institutionnelle d'aller chercher les responsabilités. Nous, on a fait ce travail extraordinaire qui a permis, grâce à l'aide de nombreux Sénégalais, de mettre dans le marbre ce qui s'était passé. Et il appartient maintenant d'aller au-delà et de chercher les responsabilités, non pas politiques, mais judiciaires, de ces crimes qui ont été commis. Ok. Le député Amadou Ba, député de PASTEF, a déposé une proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie, une proposition de loi qui a soulevé beaucoup de polémiques parce que la société civile dit qu'il faut vraiment revoir cette proposition de loi parce que la loi, elle est dangereuse. Vous avez lu certainement cette proposition. Alors, quelle lecture avez-vous faite de cette loi? Je pense qu'il est préférable, y compris pour l'opposition sénégalaise,
qu'on revienne sur cette loi d'amnistie. Parce que sinon, ils seront jugés à la haie. Je trouve ça affligeant qu'il y ait des polémiques politiciennes sur d'abord un sujet qui touche à la sécurité du peuple sénégalais. Parce que c'est pas seulement le passé. La violence politique peut revenir. Les nervis qui ont agi, les hauts gradés qui ont commis des crimes, sont des personnes qui ont connu le goût du sang. Et on sait le danger que ça peut générer pour la suite. Et donc, il s'agit de protéger le peuple sénégalais de dérives de son appareil d'État et des milices qui s'étaient constituées autour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la première mouture de cette proposition de loi m'apparaissait difficile à défendre parce que peu lisible, soumise à interprétations diverses. Le choix a été fait par le pouvoir actuel d'une loi interprétative plutôt qu'une abrogation ou d'autres solutions potentielles. Selon vous, c'est la meilleure voie ? C'est le choix qui a été fait par des autorités qui ont été choisies par le peuple sénégalais. Moi, je n'ai pas à m'ingérer en interne. Mon engagement, ma responsabilité morale et éthique est à l'égard des victimes qui nous ont saisis et que j'ai défendues. Parce qu'au-delà d'Ousmane Sonko et du PASTEF, des victimes nous ont saisis directement de ces crimes. Et mon engagement, c'est que justice soit faite pour eux. Si c'est au Sénégal, tant mieux. Si ça doit être à La Haye, si ça doit être en France, nous irons chercher responsabilité où qu'elle soit. Il appartient aux autorités de décider quelle est la meilleure voie à suivre, de s'assurer que les décisions qu'elles prennent ne génèrent pas un ralentissement et des contentieux à la chaîne qui viennent obérer cette capacité à faire justice chez parfois des enfants qui ont été victimes de ces faits. Je pense que la purge était importante. Je pense que les autorités sénégalaises doivent faire très attention à l'égard de ces membres d'anciens régimes qui continuent de peupler un certain nombre d'instances dirigeantes. Ils doivent se protéger d'un excès de candeur qui pourrait exister à l'égard de ce système qui reste très présent et qui, si elles ne vont pas suffisamment rapidement, risque à un moment donné de les déborder. Ok. Le duo Diomaye-Sonko vient de boucler une année à la tête de ce pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de du régime Diomaye-Sonko, du régime du président Bassirou Diomaye Faye? Je pense que c'est plutôt au Sénégalais de le faire. Je rêve d'avoir la possibilité de devenir un compatriote et d'avoir à ce titre le droit de m'exprimer politiquement sans ingérence particulière et sans que puisse m'être reproché le fait de le faire depuis une position d'étranger. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un espoir unique. C'est pas seulement dans l'histoire de ce pays, mais de façon plus générale, très rare, qui est né du fait de la candidature et du projet porté par Ousmane Sonko. Il faut être très attentif aux déceptions. Il faut être très attentif à tout ce qui viendrait bloquer ou inhiber la réalisation des promesses qui ont été radicales et lourdes, faites au peuple sénégalais, parce que c'est pas seulement tous ceux qui se sont sacrifiés, que ce soit ceux qui sont morts, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été en prison, qui ont été intimidés, torturés, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est aussi toute cette jeunesse qui encore aujourd'hui continue à prendre des pirogues, qui prend le risque de la noyade et de la mort pour échapper à la violence économique et sociale qui habite aujourd'hui le Sénégal. Il y a une urgence de résultats à l'égard de cette jeunesse qui, comme je disais au début de cet entretien, est l'avenir du monde. C'est vraiment, quand vous avez un pays dont l'âge moyen est de 19 ans, c'est que vous avez une richesse entre vos mains dont vous n'imaginez pas la valeur. Et vous pouvez pas les laisser dans l'attente. Vous pouvez pas prétexter de difficultés institutionnelles et ainsi de suite. Ce qui est vrai, c'est qu'on peine à mesurer la violence, en particulier pour Ousmane Sonko, de ce qui a été vécu avant leur accession au pouvoir. La mise en cause, non seulement politique, par l'emprisonnement et ainsi de suite, mais aussi à travers les accusations dont il avait fait l'objet, qui sont de nature à vous gangréner psychiquement, qui ont pour objectif de générer une terreur, non seulement d'échec politique, mais de destruction de votre vie dans son intégralité. Et donc, la violence de ce qu'il a vécu, de la persécution de ces années, mais aussi de l'accélération du processus dans les derniers mois, est de nature à générer un certain nombre
de ralentissement, en particulier lorsque l'on sait les conditions et l'inversion quelque part qui s'est jouée entre Bassirou Diomaye Faye et lui à la présidence et à la primature. Ok, toujours au chapitre du bilan, d'aucuns pensent que, en ce qui concerne la justice, le rythme est trop lent. Est-ce qu'il est facile de changer les choses en si peu de temps? Il y a eu une difficulté, c'est que les législatives sont intervenues à cause du calendrier électoral qui ne pouvait pas être modifié tard. Et donc, évidemment, vous vous êtes retrouvé avec 6 mois d'impatience, où la capacité à agir était faible. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur un certain nombre de purges qui n'ont pas été menées, oui, à mon avis. Je pense qu'il y a une difficulté sérieuse quant à l'existence d'un certain nombre de hauts gradés dans les forces de l'ordre, de magistrats d'importance, qui ont commis des actes qui sont de forfaiture à l'égard du peuple sénégalais, qui ont couvert des violences extraordinaires, et où je parle de hauts fonctionnaires aussi, au sein de l'administration, avec lesquels il y a peut-être eu trop de candeur, encore une fois, trop d'acceptation. Je comprends les défis qui consistent à se retrouver face à un État qui aurait pu menacer de se retourner contre vous. C'est pas une leçon que je suis en train de donner. Mais par contre, un avertissement, quand vous générez autant d'espoir, il faut être à la hauteur. Et il n'y a aucune excuse. Tout ce que je dis, c'est des facteurs explicatifs que je pense d'ailleurs les Sénégalais ont à l'esprit. Mais ça ne peut pas être une excuse. Ça ne peut pas être une excuse. Et cette exigence absolue qui a toujours caractérisé Ousmane Sonko, de ce que je sais, doit maintenant s'étendre à l'ensemble des membres de son gouvernement, en particulier ceux qui ont des espaces, à toucher à des espaces sensibles. Parce que tout ce dont je vous parle aurait aussi pu générer une vague diplomatique extraordinaire. Vous voyez, il y a un potentiel inexploité de ce sacrifice du peuple sénégalais, qu'il faut maintenant faire fleurir, qu'il faut maintenant épandre pour justement permettre de donner un modèle alternatif pour l'Afrique et pour le monde. Ok. À présent, on va parler de la condamnation de Marine Le Pen. Un sujet qui vous intéresse. On vous a vu poster récemment sur votre page Facebook. Alors, la justice française est téléguidée dans cette affaire? Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai découvert exactement les mêmes réflexes au sein des institutions judiciaires françaises que j'avais vus sous Macky Sall au sein des institutions judiciaires sénégalaises. C'est-à-dire, là par exemple, vous avez une décision qui condamne la principale opposante, qui est du bord idéologique opposé au mien, à une inéligibilité qui l'empêche de se présenter en 2027, aux élections présidentielles. La justice se défend en prétendant que cette décision n'est pas politique. L'opposante prétend que c'est une persécution politique. Qu'est-ce qui se passe en moins de 48 heures? Pour répondre à ces critiques, la justice, l'institution judiciaire décide de audiencer l'appel de ces décisions de façon à ce que l'appel intervienne avant l'élection 2027. 2026. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ils reconnaissent que c'est une justice politique, puisqu'ils sont capables d'adapter le calendrier pour se soumettre aux exigences politiques. Est-ce que c'est pas pour accélérer? Mais dans les choses? deux cas, qu'importe. C'est-à-dire qu'en fait, en ajustant et en annonçant qu'ils vont ajuster le calendrier d'une audience au lieu de l'audiencer comme n'importe quelle autre affaire, ce qui aurait pris des années, ils admettent qu'ils sont influencés par les processus politiques et que donc c'est une justice politique. Est-ce qu'on peut parler d'influence dans ce cas? C'est pas une influence, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est même une imposition du politique sur le judiciaire qui va lui imposer son rythme. Or, le rythme judiciaire est déterminant. Si vous mettez des années à audiencer une affaire plutôt que quelques mois, l'impact sur la vie de chacun va être massif. Évidemment, la dimension politique de l'affaire va être massive. Si vous éliminez un candidat à une élection quelques semaines ou quelques mois avant une élection, ça ne va pas avoir le même impact que plusieurs mois auparavant. Tout se joue. Et évidemment, après, sur le choix des procureurs, sur le choix des juges. Et tout ce qu'on a vu, toutes les manœuvres qu'on a vues sous Macky Sall pendant cette année, toutes ces manœuvres qu'on a cherché à déjouer avec Cheikh Khoureyshiba et avec Clédor Cirelli et les 20 confrères qui nous accompagnaient, ces discussions passionnantes qui nous prenaient des heures pour savoir qu'est-ce qui se jouait derrière telle audience, comment est-ce qu'il allait falloir contourner avec un recours une machination de la justice. Exactement la même chose qu'on est en train de vivre en France. Là, vous prenez l'exemple de Marine Le Pen, mais de façon structurante avec l'appareil judiciaire et les façons dont celui-ci va orienter son fonctionnement pour... Et donc, moi, j'ai vécu avec la procédure qu'on a menée sur les crimes contre l'humanité au Sénégal, en France. C'est la deuxième fois, en un peu plus d'un an,
que je me retrouve devant la Cour de cassation. Déjà, pour qu'une affaire pénale se retrouve 2 fois devant la Cour de cassation, c'est déjà un peu étrange. Or, je me retrouve pour la 2e fois devant la Cour de cassation, non pas alors qu'une information judiciaire a été ouverte et que des gens ont été poursuivis et qu'il faut... Non, alors même qu'ils n'ont pas encore décidé d'ouvrir une information judiciaire. Pour la 2e fois, à travers toute une série d'étapes, devant la chambre d'instruction, devant le juge d'instruction, devant le parquet, et ainsi de suite, ils ont trouvé des chemins pour essayer de bloquer l'ouverture de la procédure. Et si vous lisez les décisions de la Cour de cassation française, cette justice que l'on pourrait idolâtrer ou dont on pourrait se dire qu'elles sont d'une sinuosité identique à celle que l'on pouvait lire ici au sein avec la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Ce sont exactement les mêmes arguties juridiques pour essayer de tordre le droit sans faire jurisprudence de façon à s'assurer que le résultat politique désiré, en l'occurrence par l'Élysée, soit obtenu. Donc quand je me suis retrouvé face à ce fonctionnement, j'ai compris que la croyance dans laquelle on m'avait endoctriné, comme quoi le droit serait une entité pure, ou du moins suffisamment préservée de la volonté politique, c'est complètement dissoute. Le droit n'est qu'un instrument du politique. C'est un instrument, c'est aussi un cadre qui fixe un certain nombre de limites, mais un cadre avec lequel on peut jouer, un cadre avec lequel on peut contourner. Donc, en effet, en France, la justice est évidemment politique. Ça ne veut pas dire que le politique contrôle tous les rouages de la justice française. De la même façon qu'il ne contrôlait pas tous les rouages au Sénégal de la justice sénégalaise. Vous vous souvenez de la décision du tribunal de Ziguinchor? Oui. Et de ce moment de bascule historique qui justement génère tout d'un coup un renversement qui était inespéré parce qu'on était enfin tombé sur un juge intègre qui avait su dire non au pouvoir. Parce qu'il est toujours possible. Mais si on parle d'une machination de la justice, à quelle fin? Qu'est-ce qui est recherché? C'est pas une machination, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est une orientation de l'appareil judiciaire. Okay. On essaye de l'utiliser comme un instrument pour non seulement, c'est pas seulement écraser, voire obtenir la condamnation, mais à travers la mobilisation de l'institution judiciaire, vous allez orienter le comportement des acteurs. Pour essayer, vous savez, je pense que Ousmane Sonko aurait pu 100 fois rentrer dans le rang, et on l'aurait laissé tranquille. Et 100 fois, on a essayé de lui montrer le chemin, de façon directe à travers la procédure judiciaire, en disant « Arrête, parce que si tu continues, voilà ce qui va t'attendre. » C'est un peu comme sur le moment, vous voyez la procédure pour viol et le moment où ils ne peuvent pas l'acquitter, et malgré le fait qu'il ne se soit même pas présenté à son procès, parce qu'on lui avait empêché, il n'est condamné que pour corruption de la jeunesse. Vous voyez, ils ressortent cette infraction des limbes du code pénal sénégalais pour toucher à cette chose un peu bizarre qui correspond, en fait, on sait pourquoi elle a survécu cette infraction, c'est parce qu'on a abaissé l'âge de la majorité sexuelle et donc la chose est restée entre-temps. Mais bon, qu'importe. Vous voyez, il y a toujours ces idées de dire on te laisse une voie de sortie, et cette sorte de perversion de l'esprit de justice, beaucoup de magistrats s'y prêtent, parce que à la clé, il y a des promotions ou à l'inverse des sanctions. Et ce juge, et vous savez, l'histoire est ironique et parfois merveilleuse, ce juge de Ziguinchor, pourquoi est-ce qu'il était à Ziguinchor? Parce qu'il avait été intègre. Et donc on avait décidé de l'envoyer à un tribunal qui était censé ne pas être prestigieux. Et c'est depuis ce tribunal, qui était censé être une planque, qu'il a pu changer l'histoire du Sénégal. Vous voyez comment parfois la beauté peut se nicher dans... Qu'il a pu rendre un verdict historique même. C'est incroyable. Oui, et cet homme est dans l'histoire, merci, maître. Dans l'histoire du peuple. Merci maître, je vous laisse faire votre mot de la fin. Merci beaucoup. Et au peuple sénégalais, si je peux me permettre un mot, et j'espère qu'il sera mien bientôt, soyez d'une exigence folle à l'égard de vos dirigeants, ne soyez pas intimidés à l'égard de leur demander d'être à la hauteur des espoirs qu'ils ont fécondés, parce qu'ils vous ont démontré que c'était des grands hommes. Donc ils n'auront aucune excuse s'ils ne se montrent pas à la hauteur de ce qu'ils vous ont promis, et j'espère qu'ils se montreront historiques, non seulement dans l'accession au pouvoir, mais aussi dans l'exercice du pouvoir. Merci maître. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à nos techniciens. Rendez-vous et plus prochainement. Merci beaucoup. Au revoir.